Bonsoir à tous, Saha Siamkoum est ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Si vous avez tendance à être irritable, fatigué ou encore de vouloir dormir toute la journée pendant le ramadan, cette émission s'adresse à vous. Irritabilité, fatigabilité et somnolence diurne, des symptômes qui peuvent toucher beaucoup d'entre nous pendant ce mois sacré. Vous l'auriez compris, nous nous intéressons ce soir au changement d'humeur. Comment expliquer cette nervosité à fleur de peau? Est-elle liée au jeûne ou plutôt à notre mode de vie, d'alimentation et surtout à notre sommeil qui sont complètement chamboulés pendant ce mois sacré? Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir d'abord un habitué de l'émission, professeur Taïeb Ben Atmen. Vous êtes président de la Société d'épidémiologie psychiatrique. Vous êtes également chef de service psychiatrie au CHU Mustapha Bacha. Bonsoir. Bonsoir. Saha Siamek, professeur. Marhaba bik. Merci. J'ai également le grand plaisir de recevoir monsieur Mouhoub Khaled. Vous êtes psychologue installé à votre compte. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Et j'ai également le grand plaisir de recevoir le docteur Raïs Anis. Vous êtes spécialiste du sommeil. Bonsoir. Bonsoir. Sahar Mdanek. Merci. Sahar Mdanek. Et on a également par duplex depuis Constantine, le professeur Bougrida Mohamed. Vous êtes chef de service physiologie clinique et exploitation fonctionnelle. Vous êtes également spécialiste du sommeil. Bonsoir professeur. Bonsoir. Marhaba bik wa saha siamek. Merci. Alors, les bienfaits du jeûne ne sont plus approuvés. On en parle d'ailleurs à chaque fois dans cette émission. Les bienfaits du jeûne sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Mais on a l'impression quand même pendant ce mois sacré, quand on voit le comportement de certaines personnes, qu'on est diminué sur le plan cognitif ou mental. Professeur, qu'en pensez-vous? Oui, effectivement, diminuer, c'est dire d'emblée que ce n'est pas en rapport avec le ramadan ni avec le jeûne. Pas du tout. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, quand vous les interrogez, vous disent c'est en rapport avec Ramadan, Hada Ramadan. En fait, c'est non, il y a beaucoup de facteurs qui entraînent cette diminution des facultés cognitives, de la concentration et surtout de l'irritabilité. Parmi ces facteurs, il y a deux les principaux, à savoir c'est la perturbation dans le sommeil. Et le deuxième lieu, c'est généralement la frange de population qui consomme des substances psychoactives. Et je fais référence particulièrement à la nicotine au tabac. Oui, il faut dire. Donc l'association de ça peut entrer, effectivement, on verra dans le détail tout à l'heure, comment ça peut se répercuter négativement, impacter négativement sur le comportement de l'individu au cours de la période du jeûne, c'est-à-dire durant la journée. Mais si on dit qu'on va diminuer finalement à cause du jeûne, est-ce que cela veut dire qu'on est plus performant finalement? Théoriquement. Oui, théoriquement, vous avez la pratique majeure durant le ramadan chez les joueurs, c'est le changement de la synchronisation, donc sommeil, veille, sommeil. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une diminution déjà du sommeil, une diminution tant sur le plan quantitatif que qualitatif, et que les gens dorment moins, c'est-à-dire ils veillent, c'est une habitude donc ancestrale, tendance à s'exagérer, donc du coup les gens accumulent cette dette de sommeil. Et vous savez que le sommeil, tout le monde dire, ça veut dire qu'il nous permet d'être en forme le lendemain, il permet de réactuer beaucoup d'événements, c'est-à-dire qu'il intervient dans la mémoire, il va booster la mémoire, l'immunité, il nous protège contre les maladies cardiovasculaires. On va y revenir. Voilà. Sur le mental, c'est les émotions qui contrôlent les émotions. Donc la perturbation du En tout cas, on a 50 minutes d'émission pour parler justement des troubles du sommeil. Si on voit la population aujourd'hui comme ça, avec cette nervosité à fleur de peau, on a l'impression quand même que c'est finalement une mauvaise compréhension de la religion, parce que en réalité, le mois du Ramadan est un mois qui devrait rimer avec sérénité, avec maîtrise de soi surtout. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a aussi le conditionnement qui fait dès le début, depuis notre jeune âge, nos parents, comment ils nous ont conditionnés, par exemple, à Ramadan, ça va être difficile, tu vas jeûner toute la journée, il ne faut pas faire ceci, cela, et tellement... Mais ça reste une épreuve quand même, le Ramadan. Oui, c'est une épreuve, mais il y a toujours, on axe notre regard
sur le côté négatif de Ramadan. Taïa, par exemple, tzaaf, choubabak mtzafouch, vous voyez, on était conditionné par ce genre de trucs. Alors, c'est culturel parce qu'on parle rarement. Par exemple, les bienfaits de Ramadan en famille, avec le jeune, les rahib d'Aïssom et tout. Et ça conditionne le comportement ultérieur. Aussi, par exemple, comment on se prépare pour le Ramadan. وين اسمع يطلعوا البلاصه الفلانيه يضربوا يديروا كذا vous voyez وين شغل une ambiance تاع رمضان مي هنا tout ça conditionne le comportement ultérieur تاع l'être humain où en quelque sorte il روح toujours كيما نقولوا vers le côté négatif. Oui. Vous avez parlé de préparation, hein, vous me tendez la perche. Alors, est-ce qu'il serait justement important de se préparer pour, ça existe en tout cas dans la religion, on parle de niya, justement, qui est une sorte de préparation spirituelle à cet événement. Alors, exactement. Alors, la préparation, vous savez, dans la religion, vous avez le mois de Rajab, le mois de Sha'ban, où là, on peut justement s'habituer, faire des exercices, jeûner. Vous avez le jeudi, le lundi, vous pouvez jeûner. Donc, vous avez, et puis surtout le mois de Sha'ban, où là, pratiquement, comme le prophète, il jeûnait pratiquement la plupart de ce mois-là. Donc, vous avez tout le mois pour vous préparer, de façon à maîtriser toutes ces substances addictogènes, comme l'a dit le professeur Natman, et maîtriser votre comportement, votre nervosité dans la journée. Malheureusement, comme on ne suit pas trop les rites prophétiques, on arrive au mois de Ramadan, au mois de Carême, premier jour, on arrête toutes ces substances-là, et puis là, la veille, on ne dort pas. Donc, absence de sommeil ou mauvaise qualité de sommeil, arrêt de toutes ces substances, et là, c'est les volcans qui explosent. Explosent, oui. On va poser la question aussi au professeur Bougrida. Professeur Bougrida, est-ce qu'on n'est pas aussi, pendant ce mois sacré, dans l'anticipation anxieuse? Alors, on voit que certains Algériens savent le Ramadan, à la veille du Ramadan, avec cette ruée, par exemple, vers les commerces. Est-ce que vous êtes d'accord? On est un peu dans l'anticipation anxieuse. Les mauvais comportements lors du mois de Ramadan, c'est cette soi-disant préparation, mais qui influe sur le comportement. Avant le Ramadan, déjà, notre collègue parlait de faire des exercices, jeûner durant le mois les 2 mois avant qui précèdent, se préparer spirituellement. Malheureusement, nous on voit certains comportements qui ne sont pas du tout liés à l'islam, qui ne sont pas du tout liés à cet événement. Le fait de se bousculer et tout ça, surtout bien la veille. Et c'est un comportement qu'on devrait changer, qu'on devrait au contraire se préparer dans le calme et pour pouvoir jeûner correctement. Et après, bien sûr, lors du mois de Ramadan, ce comportement néfaste ne devrait pas exister du tout, parce que normalement c'est un mois sacré, spirituel, et malheureusement on voit que d'autres comportements néfastes qui sont liés probablement, comme on va le détailler tout à l'heure, à une mauvaise hygiène du sommeil surtout. On voit que dans le mois de Ramadan, les gens changent leurs habitudes du sommeil et veillent beaucoup. Et malheureusement, le sommeil est là pour réparer tout ce qu'on a fait durant la journée. Les sécrétions hormonales se font la nuit. Certains hormones sont liés directement à l'humeur, au comportement le lendemain. Et la dette du sommeil, on devrait dormir au moins 7 heures, 6 à 7 heures, alors que quand on a une dette du sommeil, ça se répercute sur la journée, on aura une somnolence diurne, on aura de l'irritabilité, on aura tout ce qui est comportement mauvais. Professeur Bougrida, je ne sais pas si vous m'entendez. Ce phénomène n'est pas propre aux Algériens, hein. Et est-ce qu'on peut parler aussi de c'est-à-dire les personnes qui sont à fleur comme ça, irritables pendant le mois sacré, est-ce qu'on peut parler de profil? Oui, théoriquement, il existe des profils, des personnes irritables, des personnes qui sont rapidement énervées, et
Le professeur Benatman pourrait développer ceci parce que c'est d'un ordre psychologique, mais si on essaie de l'expliquer sur le plan physiologique, le fait d'avoir un manque de sommeil, soit dans la qualité, soit dans la quantité, surtout le temps total du sommeil quand il est diminué, on peut avoir ce comportement parce que le sommeil consolide la mémoire, consolide pas mal de régénération d'hormones, de cellules, de pas mal de physiologiques. Durant la journée, si on n'a pas bien dormi, on aura cette irritabilité, on aura ce comportement, ce énervement, ces comportements sont liés, je pense, beaucoup plus au manque de sommeil que le fait de jeûner, le fait de ne pas boire, de ne pas manger. C'est surtout le sommeil qui est à l'origine des problèmes comportementaux et qui répercute sur la vie professionnelle de la personne. Quand on n'est pas concentré dans son travail, on ne le fait pas correctement. Absolument. On est engueulé par le patron, somnolent de la journée, on n'est pas bien concentré, on ne comprend pas. Donc on doit dormir comme avant le mois de Ramadan. Oui. Ça va poser et surtout le sommeil de la première partie de la nuit, qui est très important, et c'est là où il y a les sécrétions de certains hormones qui sont directement liées à l'humeur. Absolument. Professeur Bougrida, je vais vous reposer. Professeur Bougrida, je vais revenir vers vous. Je vais vous proposer juste de regarder un reportage justement qui revient sur notre sommeil pendant le mois sacré, qui est complètement chamboulé. Regardez, c'est un reportage signé Yamina Saïdji. Environ 15% de la population mondiale se plaint du manque de sommeil, soit une personne sur 4. Un problème de plus en plus répandu et qui inquiète beaucoup de patients. Il y a d'autres pathologies du sommeil. Il y a ce qu'on appelle les insomnies. Il y a les insomnies d'initiation, les insomnies de maintien du sommeil, les insomnies matinales, etc. Et puis, en dehors des insomnies, il y a les hypersomnies, les patients qui dorment beaucoup, qui ont un temps de sommeil total généralement plus de 11 heures. On appelle ça les hypersomnies, que ce soit idiopathiques, non expliquées, ou parfois elles sont expliquées par des anomalies le plus souvent au niveau cérébral. Ces troubles peuvent perturber la qualité, la durée ou le déroulement du sommeil. Si cela persiste, d'autres risques peuvent surgir. L'impact sur l'organisme, ça peut être un manque de sommeil qui est temporaire, de quelques jours, mais quand ça pérennise dans le temps, ça peut aboutir à ce qu'on appelle la dette du sommeil. C'est-à-dire qu'on a besoin de rendre cette dette, donc il faut s'endormir beaucoup de nuit pour rembourser cette dette, sinon ça va avoir un impact sur l'organisme. Et parmi ces impacts, les plus connus, les plus étudiés aujourd'hui, c'est l'obésité. Pourquoi l'obésité? Parce que si le patient, il fait soit il a un temps de sommeil qui est court, ou un sommeil de mauvaise qualité. Des troubles qui peuvent être facilement évités grâce aux thérapies cognitivo-comportementales. Alors, on en parle souvent des thérapies cognitivo-comportementales, c'est-à-dire qu'il faut avoir une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie, et une bonne hygiène du sommeil. C'est quoi une bonne hygiène de sommeil? C'est de s'endormir à la même heure si on peut, et de se lever à la même heure, ça c'est bien, d'éviter de s'exposer aux écrans lumineux avant de s'endormir, sinon ça inhibe la mélatonine et la lumière, ça c'est connu, c'est la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. L'insomnie prive les gens de sommeil, engendre du stress et de la fatigue. Il est donc impératif de consulter un spécialiste au moindre problème pour éviter toute complication. On a vu un reportage qui a bien expliqué un peu ces troubles du sommeil avant le mois sacré, mais peut-être avant de revenir là-dessus, professeur, juste vous poser une question sur cette question de est-ce que aussi le fait de sortir un peu de sa zone de confort, c'est-à-dire on est pendant le mois sacré quand même privé de nos besoins élémentaires, c'est ça aussi qui engendre cette irritabilité? Justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est le rituel de l'individu qui est un petit peu chamboulé. C'est-à-dire les repas sont fractionnés, le sommeil est diminué. Ça veut dire que l'individu devrait s'adapter bien avant l'avènement donc du mois sacré du Ramadan. Et c'est pourquoi ce chamboulement s'explique scientifiquement, ça c'est tout à fait clair, puisque tout se passe au niveau du cerveau. Tout se passe au niveau du cerveau, je m'explique, d'abord le système du sommeil au niveau de réticulé, etc. Tout ça conditionne un petit peu le sommeil. Donc vous imaginez quelqu'un qui ne sait pas
bien préparer dans le ramadan, c'est ce que disent nos collègues, d'ailleurs nos élèves, le prophète salam, jeûner bien avant. Ça veut dire qu'il y a un phénomène d'entraînement. On se prépare spirituellement, mentalement, physiquement, comportementalement pour accueillir le mois du ramadan. Parce que si vous aviez... il faut dire quand même que le ramadan, c'est une épreuve. Ça reste une épreuve. Donc, il faut qu'il y ait un entraînement. Il faut qu'il se prépare, qu'il y ait un entraînement. Par exemple, je vais directement aux personnes. Vous avez tout à l'heure demandé un profil. Effectivement, le profil qu'on voit dans nos rues, c'est des jeunes qui sont irritables et irritants. Cela s'explique par le fait qu'ils dorment très peu. Et on les voit en consultation quand on nous les ramène par le biais de la protection civile et de la police. Aussi, qui s'adonnent à des substances psychoactives pour juste limiter à la nicotine. Par exemple, c'est des gens qui fumaient 1-2 paquets par jour. Alors, ce qui est recommandé, on le disait chaque année au décours des émissions, c'est qu'il faut se préparer à se sevrer progressivement, parce que le sevrage brutal va entraîner inéluctablement des troubles, ça c'est connu, de l'irritabilité, de l'insomnie, des troubles du caractère et surtout des troubles de l'humeur et des troubles de l'émotion et de l'humeur. Tout ça c'est connu scientifiquement, parce que l'individu, quand il arrête brutal, ça arrive à tout le monde. Quand bien même une fois, c'est pour ça qu'on dit aux gens progressivement, bien avant le ramadan, quand vous allez accueillir le mois de ramadan en toute sérénité. Sevrer progressivement, quelqu'un qui prenait 2 paquets jour de cigarettes 2 mois ou 3 mois avant le ramadan, il commence à diminuer de façon progressive. Parce que le sevrage brutal va entraîner des troubles. Alors pour ne pas avoir ce sevrage brutal, c'est-à-dire le premier jour du ramadan ou la veille du ramadan, il faut le progressivement. Et plus on diminue le nombre de cigarettes par jour, on le ressent beaucoup moins. Ça veut dire que le jour du ramadan, on va s'imiter peut-être 4 cigarettes, ça peut être supportable et toléré. Ça c'est difficile peut-être quand on parle comme ça d'arrêter brusquement, parce qu'on fait un jeûne quand même qui est assez long. Hein. Oui. On fait 15 heures de jeûne, c'est pour ça, professeur, parce que si peut-être un peu plus court, on l'aurait senti un peu moins. Oui, justement, c'est pour ça que je dis qu'il faut le préparer bien avant. Donc ce que faisaient nos aïeux, préparer ça pertinemment que le corps, l'âme, le mental a besoin de préparation psychologique, parce que comme ça, aborder un événement brutal, de façon inattendue et non préparée, automatiquement, il entraîne des répercussions psychologiques et voire même de troubles du comportement qu'on voit régulièrement. Oui. Monsieur Mouroub, est-ce que vous ne pensez pas aussi que quelque part, on sent une pression psychologique pendant le mois sacré, ou le poids aussi de ce mois, dans le sens où on est très exigeant, on a beaucoup de dépenses, les femmes travaillent beaucoup en cuisine. Est-ce que le poids aussi de nos propres exigences ne reviendrait pas, c'est-à-dire s'accumuler sur cette notion de manque de sommeil, de café? Aussi le contexte socio-économique actuel. Voilà, ça apporte du stress aussi supplémentaire. Exactement. Il y a les problèmes de la société algérienne, de la famille algérienne. C'est dû à la crise économique. Il y a des gens qui s'endettent pendant le mois sacré. Voilà, exactement. Tellement le qadassa, le mois de Ramadan, oui, il faut bien manger, il faut ramener ceci, il faut ramener cela. Et, par exemple, ils se comparent, les femmes. Vous voyez, c'est une pression supplémentaire, c'est toujours aussi les problèmes au sein de la famille algérienne, du couple, aussi les problèmes de couple. Tout ça conditionne le comportement ultérieur. Par exemple, quelqu'un qui sort de chez lui avec je sais pas, une petite dispute avec sa femme, bien avec son fils qui n'a pas eu une bonne moyenne ou un truc comme ça, et quelqu'un qui fait bad. Vous voyez, il y a aussi sur le plan financier, parce que la pandémie a des séquelles à la société algérienne, la famille algérienne, tout ça, l'être humain anxieux, stressé. En plus, le stress, tout dépend, parce que le stress, c'est le sel de la vie quotidienne, je pense. Mais ça n'a rien à voir avec la religion, encore une fois, il faut le rappeler, que cette exigence dans laquelle nous nous retrouvons, c'est-à-dire même les familles les plus démunies doivent avoir une table bien garnie à l'heure de l'iftar, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est pas l'esprit du ramadan. Ça n'a rien à voir avec l'islam, ça n'a rien à voir avec l'esprit du ramadan, mais c'est des trucs, les khalaqnahum.
En quelque sorte, vous n'êtes pas capable d'assurer de manger ceci et cela. Il ne faut pas. Il y a aussi l'effet réseaux sociaux aussi. La famille algérienne, en quelque sorte, il faut manger ceci, il faut ramener cela, avec les tables, avec les recettes, avec et tout. Et les exigences aussi, par exemple, papa, j'ai envie de manger ceci, papa, et le papa, il ne peut pas dire non à son fils, à sa fille, tout. Il faut rappeler encore une fois que quand même c'est un mois pour jeûner et non pas un mois pour manger. Ça, c'est très important à rappeler. Si on revient un peu au sommeil, parce que je pense que c'est le premier élément qu'on incrimine finalement dans cette irritabilité, qu'est-ce qu'on peut dire sur notre sommeil pendant le ramadan finalement? Complètement perturbé. Chamboulé, Complètement on se réveille perturbé. plusieurs fois par nuit, on dort pas assez. Déjà, alors, on voit que la plupart des personnes interrogées, et puis personnellement dans ma consultation, je convoque les patients avant le mois sacré pour demander quel est le rythme durant le mois. Les gens en parlent, docteur Raïs. Ah oui, oui. Et puis j'ai des patients qui me disent, moi docteur, je ne dors pas jusqu'à Fajr. Donc ils passent toute la nuit éveillés, donc soit avec la télé, soit avec les tablettes, soit en famille. Oui. Et puis du coup, calculez combien d'heures de sommeil vous avez éliminé. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre et ce qu'on n'arrête pas de dire, nous spécialistes, que le sommeil, c'est pas une perte de temps pour nous. Comme vous avez, par exemple, on a tous des voitures, vous prenez votre voiture chez le garagiste, périodiquement. Eh bien, votre corps, le bon Dieu, nous a créé et nous a donné cette période de sommeil de 7-8 heures dans les 24 heures. C'est une période de réparation. C'est clair. De refonte, si vous voulez, de tout ce qui est nécessaire pour l'être humain. Donc, vous avez la régénération cellulaire, vous avez votre immunité qui dépend aussi de votre sommeil, vous avez toutes les sécrétions hormonales qui sont nécessaires, qui doivent se faire pendant le sommeil. L'hormone de la croissance, l'hormone de croissance, l'hormone de la satiété, de Ramadan oui, tout et ça. Voilà. Donc, alors, on va rompre le jeûne vers les coups de 19h30, 19h22, 19h30 en fonction des régions. Donc, on va manger principalement des plats riches en gras, suivis par des plats sucrés. Donc, on va manger toute la journée, on va faire suivre ça par du gras et du sucré. Vous avez un flux sanguin qui va être concentré vers l'estomac, vous avez un taux de glucose qui va être élevé dans le sang, et juste après, vous avez une sécrétion d'insuline importante. Juste après le ftour, si on a remarqué chez nous, pas mal de gens ont un petit coup de pompe juste après le ftour. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une décharge d'insuline, sécrétion d'insuline. On va dormir un tout petit peu. Si vous dormez, vous allez grignoter sur votre sommeil nocturne par la suite. Oui. Après, si vous allez à Tarawih ou là, si vous sortez dehors, les soirées, c'est le thé, le café, les boissons énergisantes, la cigarette. Et tout ça va faire que votre sommeil va être décalé. Donc vous allez décaler. À chaque fois que vous allez consommer quelque chose, vous allez décaler. Et vous décalez. Et là, vous arrivez, il y a des gens qui arrivent jusqu'à Fajr. Donc après, là, vous allez dormir par épuisement. Et puis même, il y en a qui ne dorment pas jusqu'à 6 heures du matin. Donc si vous dormez 6 heures, vous avez perdu 6 heures ou 7 heures de sommeil, fatalement, le lendemain, vous êtes premièrement irritable. Et c'est l'exemple que je donne à mes patients. Peut-être c'est le premier symptôme qu'on va voir justement. La somnolence, oui, puisque vous ne dormez pas. Donc si vous ne dormez pas, bien sûr, il y a de la somnolence. C'est l'exemple que je donne à mes patients. Je leur dis, est-ce que vous nous voyez pendant le mois de carême, malheureusement? C'est l'exemple que je donne à mes patients. Oui. Donc, quelqu'un qui dort avec une pathologie du sommeil à côté, quelqu'un qui fait de l'apnée par exemple, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne dort pas. Je dis, nous, pendant le mois de carême, on ne dort pas. Donc, le matin, on a le même état d'esprit. Absolument. Donc, somnolence, fatigue, irritabilité. Et par rapport aux personnes qui travaillent, la plupart de nous travaillent. Donc, quand on arrive, rentable. Exactement. Donc, là, on arrive à nos postes d'emploi le matin, on est complètement inefficace, on n'est pas productif, on n'est pas rentable. Absolument. Voilà. Il y a un point aussi très important sur lequel j'aimerais qu'on un peu
espèce de vigilance qui est très importante. Oui. Par exemple, le taux d'accident augmente de 50% pendant le ramadan. Ce qui est très grave parce qu'il y a un manque de vigilance. Peut-être rappeler aux gens qui prennent la route aussi le danger du manque de sommeil. Absolument, c'est le manque de vigilance. C'est le premier pratiquement signe qu'on remarque durant la journée. Et pour preuve, toutes les statistiques à travers les journaux montrent que durant la période du ramadan, quand même, on constate qu'il y a une augmentation du nombre d'accidents. Aussi, n'oubliez pas aussi le nombre de victimes en victimologie aussi. Hein. Oui. Il y a énormément de victimes, de bagarres, de rixes, etc. Tout ça, c'est toujours cette baisse de l'énergie d'abord. Et on dit généralement c'est à partir de 13h, 14h. En particulier chez des gens qui dorment très peu. Et puis vous avez aussi des troubles de la concentration. Vous avez aussi des troubles du caractère. Et naturellement, tout ça est couronné par aussi les troubles de l'humeur. Les troubles de l'humeur, ça englobe, c'est quelqu'un qui devient un petit peu aigri, quelqu'un qui devient, bon, à la limite, je qualifierais d'hyper-nerveux, comme on le dit comme ça vulgairement. Et tout ça s'explique par le fait que l'individu dorme très très peu et qu'il n'arrive pas à gérer. Je veux dire uniquement une chose, c'est qu'on ne doit pas culpabiliser ces gens. Je ne suis pas le gardien comme ça, mais ça s'explique physiologiquement. Et c'est pour ça que en tant que médecin, c'est d'informer les gens d'éducation et de sensibilisation qui doivent se faire bien avant, en amont du ramadan. Absolument. Parce que sinon, en arrivant là, c'est la physiologie qui s'explique. Oui. On ne peut pas blâmer quelqu'un de par son comportement parce qu'il y a une physiologie. Tout à fait. Je vous demandais une perche, justement, vous parlez de personnes qui ont des troubles du sommeil. Est-ce qu'on a une relation aussi chez ces personnes, au même titre qu'on voit ça, des exacerbations, j'y arrive, chez les personnes qui ont des maladies chroniques pendant le ramadan? Est-ce qu'on voit aussi des compensations chez les personnes qui ont des troubles du sommeil pendant le ramadan à cause du rythme qu'on a? Alors, si les personnes qui ont des insomnies ou les personnes qui ont des apnées du sommeil, vous avez parlé. Alors, les personnes qui ont des apnées du sommeil, alors c'est en fonction du comportement du patient. Si le patient a tendance à dormir correctement, c'est-à-dire suivre ses horaires, la régularité est très importante dans le sommeil. Donc, s'il a l'habitude de suivre son rythme habituel et de dormir, il n'y aura pas d'exacerbation. Il va continuer, il va faire le même problème, il va faire de l'apnée comme il a l'habitude. Mais après, au contraire, s'il diminue, alors en diminuant le temps de sommeil, le lendemain, il va y avoir seulement une somnolence qui est due à sa mauvaise qualité de sommeil de la veille et au temps de sommeil qui a été réduit. Quand on parle aussi de vigilance, vous savez, il y a une étude qui a été faite sur un groupe de médecins aux États-Unis et on a montré que le nombre était important en sortie de garde. C'est-à-dire, ou peut-être un peu moins, les erreurs. On va en parler avec le professeur Bougrida tout de suite d'ailleurs, parce qu'eux, ils ont mené une enquête justement au niveau de leur CHU. Donc, si ça veut dire, c'est pas parce que c'est des mauvais médecins, mais c'est juste qu'ils n'ont pas dormi, il y a pas de sommeil. Et une étude récente, pareil, a comparé les personnes qui font des nuits blanches, c'est-à-dire aucune heure de sommeil, aucune nuit de sommeil, c'est le comportement, ça, par rapport à la vigilance, le comportement, l'équivalent de quelqu'un qui a 0,9 g d'alcool dans le sang. Donc, vous imaginez bien. Et à quel point c'est dangereux. Exactement. Donc, sur le plan de l'accidentologie, c'est très important parce que vous voyez peut-être que l'accident va arriver, mais vous avez, votre cerveau ne réagit pas à temps. Pour freiner à temps, par exemple, d'accord? Vous ne prenez pas la décision. Exactement. Baisse de la réactivité et baisse de la vigilance. Il y a aussi la somnolence au volant. Exactement. Oui, exactement. Exactement. Oui, voilà. Exactement, parce que lorsqu'on ne dort pas bien, normalement, on n'a pas le droit de prendre ni la route, ni le volant. Qu'est-ce qu'on peut conseiller justement, professeur Benjamin, pour les personnes qui prennent la route Qui prennent la route, justement, qui parlent de vigilance. C'est la concentration surtout. Toujours faire des siestes. Je rapporte juste une étude qui a été faite en Italie sur 265 étudiants universitaires et chez qui il y a eu ce qu'on appelle le syndrome de privation de sommeil, c'est-à-dire qu'ils ont sommeil et ils ont constaté que plus de
30%. Un étudiant, un universitaire sur deux avait des problèmes de concentration. Il n'arrivait pas à rédiger ou à produire correctement son cours. C'est pour dire que la vigilance et la concentration sont très importantes. Pour revenir aux conducteurs, c'est le conseil qu'on leur donne. C'est-à-dire, dès que vous sentez qu'il n'y a pas de réactivité au cours du volant, il faut s'arrêter, donc il faut essayer de dormir ou se dégourdir un peu les jambes, sortir et marcher un petit peu jusqu'à ce que la vigilance reprenne. Et là, j'attire l'attention beaucoup plus des conducteurs. C'est l'hypoglycémie. Il y a beaucoup de gens qui découvrent ce malaise au cours de l'hypoglycémie. C'est des choses qu'on voit au cours du ramadan aussi. Les gens qui sont diabétiques, qui essaient de jeûner. Donc c'est des gens... l'hypoglycémie contribue aussi à entraîner cette hypovigilance qui est source d'accidents. Donc nous les conséquents, généralement, quand vous sentez la fatigue, quand vous sentez que ça ne répond plus, il vaut mieux s'arrêter et se reposer un petit peu pour reprendre la route plus en sécurité. Il y a aussi, professeur, allez-y, bien sûr. Il y a la résistance des malades chroniques où ils résistent face... Bon, je montre, il faut que je gêne, il faut que... Et là, il y a beaucoup de répercussions sur la santé. Et aussi parce que le comportement... la personne, il faut qu'il prenne ses médicaments, il faut qu'il mange, il faut qu'il... Mais lui, il nie. Est-ce qu'on a une explication à ça? C'est-à-dire, vous dites que les gens sont dans l'entêtement. C'est ça, on ne dort pas, on n'écoute pas son médecin. Pourquoi? Il faut faire un travail aussi. Il faut faire un travail auprès de nos malades, nos confrères et consoeurs. De toute façon, il faut faire, avant le mois de Ramadan, des séances de psychoéducation, professeur Batman. Des séances de psychoéducation, il faut expliquer. Oui. Je pense que ça se fait dans le cadre de l'éducation thérapeutique, en tout cas pour les maladies chroniques. Psychologiquement, ça s'explique. Les gens qui ont des maladies chroniques et qui défient un petit peu la chose pour pouvoir faire un truc, c'est histoire de dire que je ne suis pas un exclu de la société. Et pour éviter surtout la stigmatisation. C'est clair. Et pour dire aussi que je suis apte à faire un truc comme ça. En plus de c'est ça, un peu le défi. Chez nous, ou il y a bien, beaucoup de stigmatisation. parfois, c'est le déni de la maladie. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait fi de sa maladie et qu'il a l'impression qu'il est apte au même titre que les autres qui sont en bonne santé. Là aussi, il y a tous ces phénomènes. Parce qu'il y a un sentiment d'être diminué par rapport au reste. Absolument. Donc il y a le système de compensation, c'est le défi. On va poser juste la question à professeur Bougrida. Professeur Bougrida, vous avez mené il y a quelques années, en 2019, une étude sur l'impact du jeûne, sur la qualité du sommeil et la somnolence diurne. Est-ce qu'on peut savoir quels étaient les résultats de cette étude? Oui, merci d'avoir relevé cette étude. Et j'aimerais bien insister sur un mot qui a été dit par Dr Rice, que le sommeil, ce n'est pas une perte de temps. Le sommeil est très important. Très important. Physiologiquement parlant, on doit dormir pour récupérer, pour pouvoir travailler durant la journée. Et justement, cette étude nous a montré que les personnes, c'était sur un questionnaire par rapport au temps de sommeil, par rapport au changement de comportement du sommeil du mois de Ramadan, et les personnes qui veillent beaucoup, qui se mettent au lit au-delà de minuit, vers 2 h du matin, 1 h du matin, durant la journée, vers 11 h, on a remarqué que plus de 30% de ces personnes, c'était beaucoup plus les travailleurs du CHU de Constantine. Vers 11 h, ils ont cette somnolence diurne. Ils n'arrivent plus à se concentrer dans leur travail. Certains infirmiers n'arrivent plus à prendre la pression artérielle. Il y avait plus de 70%, professeur. Leur poser des questions correctement. Il y avait plus de 70% ou plus de 60% à peu près du personnel qui avait une somnolence diurne, c'est ça? C'est ce que disait l'étude? Effectivement. En plus de la somnolence diurne, oui, elle était présente presque 60-70% chez les personnes qui ont été interrogées. Mais en plus de ça, il y avait aussi des troubles de mémoire, de concentration surtout. Et c'est justement ce trouble de concentration, ce manque de concentration qui fait que le médecin ou bien le paramédical n'arrive pas à se comporter correctement avec son malade. Et donc, déjà, la somnolence diurne pose un problème durant le travail, et troubles de comportement, troubles de l'humeur, le manque de concentration aussi ont impacté négativement sur le travail. Vous avez parlé de l'importance de dormir avant. Professeur
Bourguida, on a tendance à négliger ce détail qui peut être... Parce que le sommeil réparateur, c'est justement avant minuit. Qu'est-ce qu'un sommeil réparateur qu'on te fait? Un sommeil, c'est que le fait de dormir, c'est de faire au moins 4 à 5 cycles de sommeil. Et le cycle de sommeil est constitué par l'endormissement, le sommeil profond, stade 2, 1-2 et 1-3, et le sommeil paradoxal. Il faut avoir du sommeil paradoxal, parce que durant le sommeil paradoxal que se fait la consolidation de la mémoire, que certaines hormones sont traitées durant la première partie de la nuit, telles que l'hormone de croissance, la TSH, la mélatonine, dont le pic est aux environs de minuit. Et toutes ces hormones font partie, si vous voulez, physiologiquement, de faire régénérer toutes nos cellules, libérer des toxines qui ont le fait de travailler la journée, il y a un métabolisme durant la journée, donc pour les toxiques faites par l'organisme qui devrait être éliminé. Et puis, durant le sommeil, on a une diminution de la fréquence cardiaque, une diminution de la pression artérielle. Et cette diminution, elle est importante, cette diminution de la fréquence cardiaque, augmenter nos réserves chrono durant la journée. La pression artérielle diminue aussi, elle va permettre d'avoir plus de l'énergie durant la journée. Le fait de veiller, de ne pas dormir, tous ces phénomènes physiologiques qui devraient réaliser durant le sommeil vont être perturbés. Et la répercussion durant la journée elle est dramatique, vous l'avez déjà soulevé, c'est l'accidentologie, le fait d'avoir une somnolence diurne, surtout au moment où la vigilance est au maximum. Vous savez que la vigilance, entre 7 h du matin jusqu'à midi, elle est à son point maximal, elle diminue un petit peu au début de l'après-midi, elle est aussi maximale à partir de 13 h jusqu'à 21 h. À partir de 21 h, la vigilance commence à diminuer. En temps normal, pendant le ramadan. C'est pendant le ramadan ou pendant l'année? Pendant l'année, même pendant le ramadan. Durant le ramadan, théoriquement, juste après salat de Tarawih, on doit se mettre au lit et éteindre tout ce qui est luminosité, portable, tablette, ne plus regarder la télévision et dormir. Bien sûr, le sommeil est un peu fragmenté parce qu'on doit se réveiller pour le soir. Certains ne le font pas, mais même si on se réveille vers 4 h du matin pour prendre quelque chose et boire de l'eau et faire sa prière du matin, pour certains vont redormir au moins 2 heures après. Ça va leur permettre aussi de récupérer un petit peu, pour d'autres non. Mais le fait de dormir déjà avant minuit, ça nous permet d'être c'est déjà un point très important durant la journée. Oui, professeur Bouguida. Docteur Raïs, alors on a compris qu'il faut dormir avant minuit, ça c'est très important, mais c'est très difficile à faire concrètement. Oui. Quels sont les autres conseils? Concrètement, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut conseiller aujourd'hui à une personne qui a du mal à dormir tôt, comme beaucoup d'Algériens, et un point culturel encore une fois? Alors, premièrement, idéalement, c'est de se préparer avant le mois sacré. On va dormir à 23h30, pas à quelle heure? Parce qu'avant, c'est un peu difficile. Oui, il faut créer un rituel. Alors, le plus important dans le sommeil, si vous voulez, c'est la régularité. C'est-à-dire, il faut connaître déjà son besoin. Vous avez des besoins qui varient. On n'est pas tous égaux. Exactement, on n'est pas tous égaux face au sommeil. Donc, vous avez des personnes qui auront besoin en moyenne 7-8 heures de sommeil, et vous aurez des personnes, après 5-6 heures, ils sont en forme. D'autres qui ont besoin de 9 heures. Donc, il faudrait d'abord déterminer son besoin. À partir de là, on va voir Après, ça dépendra aussi du sommeil lui-même, de la qualité, et pas uniquement de la quantité du sommeil. Exactement. C'est si on ne se réveille pas, si voilà. Exactement. J'y arrive. Oui. Donc, déjà connaître son besoin, premièrement. Deuxièmement, quelle est la plage horaire que j'ai pour pouvoir me rapprocher de mon besoin. C'est-à-dire, à quelle heure je peux dormir, à quelle heure je dois me réveiller, pour le suhoor, par exemple, pour ceux qui doivent se réveiller, qui veulent, ou ceux qui ne veulent pas, et à quelle heure je dois me réveiller le matin pour aller au travail, puisque je dois calculer le temps du trajet. Donc, quelle est la plage horaire disponible pour pouvoir arriver à mon besoin? Donc, là, il faut déterminer
une heure de réveil le matin et ne pas la changer le plus possible. Même le week-end. Alors le week-end, vous pouvez faire une grasse matinée, vous pouvez faire un décalage. Si vous avez l'habitude de vous réveiller à 7 heures, vous pouvez décaler jusqu'à 8 heures, 9 heures grand maximum. Et ne pas aller jusqu'à midi. Ce qu'on voit par exemple les patients ou les gens le faire jusqu'à midi, 13 heures, 14 heures. Pourquoi? Parce que la veille, je n'ai pas dormi. Non. Donc ce décalage va faire que vous allez être en jet lag sans avoir voyagé. Et du coup, ça va décaler ce que vous allez faire dans la journée, si vous vous réveillez à midi, et ce que vous allez faire le soir. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire qu'une bonne nuit de sommeil, ça se prépare dès la journée. Ah en oui. réalité, oui. Pour bien dormir, il faut déterminer d'abord l'heure de réveil. À quelle heure vous allez vous réveiller le matin. Par la suite, ce que je conseille aux patients, pour ceux qui n'arrivent pas à dormir avant minuit ou pas assez, c'est de faire des petites siestes. Alors, c'est des petites siestes flash, par exemple, juste après, on va dire vers les coups de 13-14 heures, mais ne pas aller après l'Asr, c'est-à-dire vers les coups de 16h30, 17h. Pourquoi? Parce que là, vous allez grignoter sur votre sommeil nocturne. Mais vers les coups de 13-14 heures, vous pouvez faire des petites siestes, et là, ça va vous aider. C'est une sieste rafraîchissante, on appelle ça, et ça va vous aider justement à compenser. Pas à réduire, pas à combler votre dette de sommeil. Parce que si vous dormez 7 heures et vous ne faites que 5 heures, les 2 heures, vous n'allez pas pouvoir les faire dans la journée, c'est pas possible. Oui. Donc la petite sieste, ça va vous aider à compenser un tout petit peu. Concrètement, j'ai envie de dire, donner des horaires aux gens qui nous regardent ce soir. Il y a des gens qui ont du mal à dormir, qui ne savent pas comment récupérer, parce qu'on est quand même dans une période où les enfants ont école, on est obligé de se réveiller, on travaille, on n'est pas en vacances finalement. Alors, on doit dormir à quelle heure, si on doit dire concrètement? Une activité physique, même intellectuelle, il faut qu'il y ait une interaction sociale. Et puis, troisièmement, il faut qu'il y ait un ensoleillement. Ce qu'on dit généralement, c'est ce qui, par la suite, la nuit, va un peu faire travailler la glande pinéale, qui est la glande qui sécrète la mélatonine. Et à partir de là, il faut créer aussi sorte de routine, de rituel. Il faut se dire, se fixer des objectifs. Un conditionnement, en fait. Un conditionnement, c'est les objectifs. Les objectifs, dire que pour avoir une bonne nuit de sommeil, il faut avoir 7 heures de sommeil minimum chez les adultes normalement constitués. Donc à partir de 20 heures, il commence à préparer déjà le comment de la chose. Ça veut dire déjà qu'il faut qu'il arrête toute luminosité à partir d'une heure avant de se coucher, c'est clair. Il ne va pas être en face d'une tablette, il va dire qu'on regarde la télévision, emporté par la télévision, c'est tout à fait le contraire qu'il faut faire. D'abord, extinction des feux, comme on le dit, donc vers une heure avant. Deuxièmement, aérer la chambre, il ne faut pas dormir dans un endroit très très chaud. Et troisièmement, il faut toujours, même si premier jour, deuxième jour, troisième jour, on a difficulté à dormir, il faut créer ce besoin. Et donc tout est conditionnement chez l'individu. On peut être conditionné au bout d'une semaine. Est-ce qu'on peut revenir aux horaires, professeur Benat? Pour revenir aux horaires, les horaires c'est très important. Oui, ça c'est important. Vous dit littérature, dans toute littérature, que ce soit Fermdan ou l'idéal serait de ne pas dépasser les 3 heures. Parce que le meilleur moment de sommeil, c'est entre 3 heures maximum. Donc 22 heures, 23 heures, c'est l'idéal pour dormir. Donc il faut se préparer. Il faut de manière à ce qu'ils dorment à 22 heures, 23 heures. Et pour ce faire, il y a des techniques quand même. 23 heures, on va se réveiller aux alentours de 4 heures du matin, comme pour les personnes qui font du matin, il est à 5 heures moins quart. Et ensuite, il peut se rendormir vers 5h30. S'il travaille à 7 heures, il a 1h30 à laquelle il peut récupérer. Mais il y a des gens, c'est vrai que ça pose problème. Ceux qui se réveillent le soir, il ne peut pas se rendormir. Mais il aurait profité quand même de 6 heures au moins ou de 7 heures du sommeil. Il est difficile d'appliquer ça d'un point de vue culturel, Monsieur Moreau. Moi, je pense qu'il faut écouter notre corps. Parce qu'à un certain moment, le sommeil. Il y a beaucoup de gens qui résistent à ce moment où tu as le sommeil. Et lorsqu'on perd le moment où tu as le sommeil, on trouve des difficultés à dormir. Là, c'est des rituels, c'est une hygiène de vie. Les parents doivent mettre en place avec leurs enfants et tout ça, et parler de ça. Il faut sensibiliser, communiquer, il faut dire les bienfaits de ça, le sommeil, il faut parler
nos enfants. Et sur le plan aussi culturel, et si je dors à cette heure-ci, il y a un truc que je vais les Sahara, sera un film, une série, un truc comme ça et tout, mais il faut mettre des priorités. Notre corps a besoin d'un moment de repos, il a réclamé ça, il faut suivre. Oui, comme disait Dr Laïs tout à l'heure, que le sommeil n'est pas une perte de temps. Hein. C'est pas pour rien que nous passons le tiers de notre vie à dormir. C'est dire à quel point c'est important. Alors il y a un autre point aussi sur lequel trop rapidement, les aliments addictogènes. Comment peut-on conseiller encore une fois les gens qui nous regardent ce soir, c'est-à-dire par exemple qu'est-ce qu'on peut prendre un café ou deux? Est-ce qu'il faut privilégier un café décaféiné par exemple? Parce qu'on a tendance à poser la TR, à poser la cafetière et à la consommer tout entière. Oui, c'est important aussi. Donc, ouais, moi je dis toujours qu'il faut préparer ça bien avant le mois sacré. Donc diminuer la quantité consommée déjà bien avant. Donc, on a tendance à aller dans l'excès. En fait, alors, aller dans l'excès, oui, même la veille, hein, vous savez, moi j'ai eu des patients juste avant, ils me disent, voilà, les pizzerias. Donc pourquoi? Parce que le mois de juin, on va pas sortir, on va pas manger. Voilà, bon, après, vous avez le mois, et puis on voit les pâtisseries du monde, les gâteaux, il y a du monde, au marché, il y a du monde. Vous savez, donc on est vraiment dans l'excès. Après, rien ne vous empêche de prendre un petit gâteau la soirée, vous savez. C'est bien aussi. Combien un peu de café, de sucre. docteur Raïs? Combien de café? Idéalement, pas de café. Idéalement, pas de café. Après, si on est vraiment addict, un café suffit largement. C'est une réponse qui risque de ne pas plaire aux gens qui nous regardent. Oui, je sais. Soyons raisonnables, docteur Raïs. On peut prendre un café juste après le ftour. Après, il faut essayer de le faire léger aussi. Ça serait bien. Décaféiné, si on peut. Un seul café? Un seul café suffit largement. Docteur Benatman, on peut aller jusqu'à 2 au moins. Oui, on ne peut pas uniquement addictogène, hein. Il y a aussi le comportement addict aussi. Hein. Oui. Attention, un comportement, par exemple, si vous prenez, bon, on peut peut-être conseiller aux gens de ne pas prendre beaucoup de café, beaucoup de nicotine, etc. Mais il y a d'autres choses. Par exemple, l'Internet, l'addiction à l'Internet, ça c'est connu. Les gens qui toute la journée sont branchés, toute la nuit, etc. Ça c'est aussi un comportement délétère et néfaste. On conseille aux gens de réduire au moins maximum avant le ramadan ces habitudes un petit peu délétères. Sur le plan maintenant substances addictogènes, bon, on sait tous que le sucre est parmi les aliments les plus addictogènes. Les gens s'adonnent énormément au sucre et on voit chez nous les tables bien garnies, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches. Il n'y a pas une table, du moins, le jour du ramadan, juste après où il n'y a pas de gâteau, pas de sucrerie, etc. Ça aussi, c'est à éviter. Ça aussi, c'est un délice. Exactement. C'est un délice quand même. C'est un délice, mais on le excès, paye. absolument, on le paye, puisque le sucre en excès, l'hyperglycémie, elle va entraîner une diminution de la production et ce qu'on appelle des facteurs neurotrophiques. Et ces facteurs neurotrophiques qui servent à quoi? Qui sont très importants pour le cerveau, c'est elles qui boostent la mémoire, c'est elles qui boostent l'intellect, c'est elles qui boostent tout ce qui est créativité, etc. Là aussi, c'est pour ça qu'on se sent un peu comme ça affalé et diminué pendant la... Absolument. Oui. Alors, professeur Bougrida, vous avez également mené une enquête ou une étude sur la corrélation qui peut y avoir entre les maladies métaboliques et la dette de sommeil. Bougrida. Oui. Absolument. C'est un point très important aussi. On a fait une étude sur l'association maladie métabolique et syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil. Et remarqué que les personnes diabétiques qui ont le syndrome métabolique et qui présentent aussi un syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil ont plus de symptômes liés à cette pathologie, cette dernière pathologie de la journée que ceux qui n'ont pas de maladie métabolique. Donc l'association, elle est vraiment très néfaste sur la journée par l'apparition par l'exagération de la somnolence diurne. Donc les maladies métaboliques aussi perturbées durant le mois de Ramadan, surtout nos malades diabétiques qui risquent d'avoir une glycémie perturbée. Et parfois, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est des malades qui s'entêtent et qui veulent jeûner quel que soit X, alors qu'ils sont malades, et d'autant plus s'ils ont cette pathologie, donc leur somnolence diurne va s'aggraver. En plus du comportement, du mauvais comportement lors du
sommeil. Mais je voudrais éclaircir un point sur le café. Le café, la caféine inhibe l'adénosine. L'adénosine est une substance qui fait de la dégradation de l'ATP. Le fait de travailler durant la journée, on dégrade de l'ATP, on accumule de l'adénosine. L'adénosine, c'est une substance qui joue un rôle très important dans la potentialisation du sommeil par le fait de stimuler la sérotonine vers le coucher. 19h maintenant par exemple, à 19h, c'est là où l'effet maximal de l'adénosine. L'adénosine, elle est inhibée par le café. C'est pour cette raison que le café provoque une insomnie de début de nuit. Le café n'entraîne jamais une insomnie de toute la nuit. C'est uniquement le fait le début du sommeil. Et donc, prendre un café au-delà de 21h, 22h n'est pas aussi grave que de le prendre à 19h, juste avant le coucher du soleil. C'est là où le café inhibe l'adénosine et c'est là où le café peut provoquer une insomnie de début de nuit. Oui. Et là, nous sommes devant une pathologie, si je me permets de le dire, le fait de perturber le cycle veille-sommeil. Nous sommes devant une pathologie considérée comme pathologie, ce qu'on appelle les retards de phase. Le fait de veiller jusqu'à 2h du matin et s'habituer à dormir à 2h du matin durant le mois de Ramadan, nous sommes devant un état de retard de phase. Oui, oui. Et les retards de phase, dans certaines situations, sont traités, sont considérés comme maladie. Alors pourquoi le fait durant le mois de Ramadan, on se crée cet état qui est considéré comme pathologique? Et on devrait théoriquement dormir avant minuit. Et ça, comme l'ont bien expliqué nos confrères, il faut se développer un rituel, il faut se préparer par... Moi, personnellement, je me mets au lit vers 22h. Généralement, 22h30, je suis déjà en plein sommeil. Je fais et je prends le sahur, je fais ma prière du matin. Parfois, je reprends le sommeil pour 1h et je suis très en forme durant la journée. Je ne somnambule pas, je n'ai pas de problème durant la journée. Peut-être en fin de journée, en fin de journée, je suis un peu fatigué, mais pas d'irritabilité surtout, bien concentré. D'ailleurs, j'étais en réunion aujourd'hui et j'ai travaillé le matin, j'ai fait une réunion. Professeur Bourguida, on suivra vos conseils. Merci beaucoup pour vos conseils. Il nous reste plus de temps. L'émission est à présent terminée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Constantine. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Cette émission est arrivée à son terme. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite Sahaf Torkom plutôt et à mardi prochain. Au revoir.